Léo Ferré, vous venez à Québec, à Montréal, ça paraît tout à fait normal, mais Rouen, c'est plus inattendu. Ça s'est passé comment? Ah oui, bah ça on me l'a dit, alors j'ai accepté. Surtout ma femme, c'est elle qui sait tout, qui s'occupe de tout, moi je ne m'occupe pas de ça. Mais vous savez, moi je suis venu au Canada la première fois en 63, en novembre, au moment de l'assassinat du président des États-Unis. Et j'avais découvert ce pays avec un étonnement et un plaisir extraordinaire. Parce que j'ai la France, quoi. C'est la France ici, pour moi. Hein. Je sais que vous avez des tas de problèmes, mais... Et de temps en temps, je suis venu quelques fois quand même, beaucoup même. Pas mal de fois quand même pour moi. Et tout va bien, je suis bien content de venir aujourd'hui là-haut, dans ce pays, amérindien. Et vous savez, ces gens qui étaient là avant, 400 ans avant Christophe Colomb, là, et qu'on a assailli, qu'on a descendu, qu'on a tué, qu'on a mis de côté, ça fait vraiment de la peine. Hein? Parce qu'au fond, les gens ici ne sont pas sortis d'ici, ils viennent d'Europe, pour la plupart ils viennent d'Europe. Vous êtes des Européens transplantés. Quoi. Oui, de partout. Ben, oui, oui, de partout. Oui. De partout, oui. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, et ces gens... j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour pour ces gens-là, voilà. Et pour les Blancs aussi, j'espère. Ben oui, mais moi je suis blanc, alors... Il n'y a pas de raison, hein. C'est une idée à vous de traverser comme ça une partie du Québec en voiture plutôt qu'en avion? Oui, parce que j'aime pas l'avion. Je n'aime pas l'avion quand je suis correctement bien, quoi. Je ne crie pas, je ne dis rien. Mais c'est idiot parce que combien il y a d'avions? Vous savez, j'ai appris cet été à la radio-télévision, là, quand il y avait ces histoires d'avions et tout ça, sur Paris, au mois de juin, juillet, sur Paris, et il y a deux aéroports. Vous savez combien d'avions partaient et arrivaient par jour? Combien de trafic, quoi? Aller et retour. En tout, sur les deux aéroports. Dites un peu un chiffre. 2000. 5500. Alors, vous comprenez que il n'y a vraiment pratiquement pas d'accident, hein, c'est vrai. Quoi. Seulement quand il y en a un, ça impressionne, quoi, parce que... Hein, Vous aimez les voyages? pas du tout. Je voyage dans ma tête, moi. C'est vrai. Mais vous voyagez aussi beaucoup. Je voyage, pas tellement beaucoup, parce que j'ai réduit, n'est-ce pas? On m'a demandé d'aller chanter loin, chanter à La Réunion, vous savez, dans ces endroits un peu éloignés, quoi, qui sont des départements français encore. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et non, j'ai refusé parce que c'est trop loin. Mais dans vos chansons, il y a beaucoup de voyages, surtout des voyages en mer. Les voyages en mer, oui. Dans mes chansons, vous trouvez? Il est beaucoup question de la mer. Parce que j'aime beaucoup la mer. Parce que pour moi, la mer, c'est... Plutôt pour moi, la femme, c'est la mer. Voilà. Ah oui, c'est extraordinaire. La mer... J'étais un jour, j'avais 4 ans, sur la plage de Monaco, avec ma mère. Et il y a une de ses amies qui s'était baignée, qui avait laissé sa culotte près de ses habits, quoi. Et moi, comme je suis un chercheur invétéré depuis que je suis tout petit, hein, j'ai pris la culotte, j'ai senti, et j'ai dit à ma mère, « Maman, ça sent la mer. » Ah, c'était formidable. Formidable. Vous êtes attaché à la Méditerranée? Pas trop, parce que je suis mal là-bas. Quand je suis près de la Méditerranée, je suis pas bien moi-même, vous voyez? Je sais pas pourquoi, j'ai jamais su pourquoi. Parce que je me baigne pas, oui, ça m'est arrivé, mais il y a, si je vais à Atlantique, alors, ou la Manche, alors là, je suis royal. C'est formidable. On ne comprend pas.
On vous retrouve aujourd'hui au Québec, mais vous arrivez d'Italie, vous avez habité la France, vous avez chanté la France, vous êtes à l'origine de Monaco. C'est un mélange. Bon, moi je suis monégasque parce que je suis né là-bas, que ma mère était monégasque et que mon père... Et je suis français aussi, j'ai la double nationalité, comme on dit. Et je me suis transporté en Italie. J'ai appris une chose que mon père ne me disait pas, parce que vous savez que les frontaliers ne s'aiment pas, n'est-ce pas, entre eux. C'est vrai, ça. Et un jour, un type qui fait ça porte un nom, je ne me souviens pas, là, un type qui fait qui vous dit d'où vous venez, vous savez, qui fait qui va voir les extraits de naissance pour voir où vous êtes. Vous n'avez pas le nom de ce type qui fait ça, non? Oui. Le recenseur, peut-être? Non, bon, peut-être un peu ça, qui cherche l'origine des gens, quoi. Et alors, il m'avait écrit une lettre en me disant... Peut-être un généalogiste. Voilà! Oui. Il m'a écrit une lettre en me disant, voilà, je suis ici pour un peu de sous, quoi. Je ferai votre généalogie. Il n'a pas été très loin, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai appris, parce que ma mère est d'origine italienne, parce que ses parents étaient italiens, mes grands-parents étaient italiens. Bon. Mon père, la maman de mon père, c'est-à-dire ma grand-mère, était vendéenne. Hein? Et puis son père, mon grand-père, s'appelait Joseph, je sais pas, Charles Ferret, je sais pas. Il était cocher de fiacre à Nice. Hein? Quand il y avait encore des cochers de fiacre, il y avait des fiacres dans les rues à la place des taxis, quoi. Et le généalogiste m'a appris que son père, c'est-à-dire mon double grand-père, comment on appelle ça? L'arrière. Mon arrière-grand-père était né à Casale Monferrato, en Italie, dans le Piémont, et qui s'appelait Evasius Ferré. Et voilà, vous comprenez? Et mon père ne me l'avait pas dit. C'est drôle, ça. Hein? C'est la boucle qui était bouclée. Oui. Mon père ne voulait pas que je sache, enfin, allez savoir. Mais je me permets de vous dire ça parce que c'est l'ignorance aussi, mais quand on nous dit Monaco ici, ça a de drôles de résonance. C'est un endroit très riche qui ne doit pas être très fertile en poète, surtout pas en anarchiste. Surtout pas, non. Je dois être le seul, quoi. Mais vous savez, Monaco, pour moi, c'était pas ce que c'est maintenant. C'était beaucoup moins rempli de gens. Il y avait les joueurs, mais les gens, on ne connaissait pas. Moi, j'étais petit. Vous savez, on apprend en monégasque l'horreur du jeu. C'est pour ça que les monégasques ne jouent pas. Moi, j'ai jamais joué de ma vie. J'aime pas ça. Et je jouais sur les remparts, dans la rue, comme ça, avec des copains, près du palais du Princier, là. Et avec une vue formidable sur le port, on voyait les bateaux arriver, les grands bateaux qui venaient apporter, je ne sais pas, des bateaux de transport. Et ça n'était pas Monaco comme on en parle maintenant, vous savez. Non. Maintenant, ça a été un peu américanisé, n'est-ce pas? Tout est américanisé ou italianisé. Quelle barbe! Quelle barbe! Quelle barbe! Ça me fout en rogne, vous savez, ça me fout en rogne, vraiment. Tant pis. Alors j'habite en Italie et de temps en temps j'ai envie de partir de là-bas, mais je peux pas parce que mes enfants ils commencent à être grands quand même. Ils sont à l'école là-bas et je peux pas les prendre, les dire non, on va aller à l'école ailleurs. Bon, on reste là. J'ai un fils qui a 20 ans, il a bientôt fini ses études. Puis Marie-Cécile, ma fille, la première, a 16 ans. Elle a eu 16 ans en juillet. Et la troisième, Manuel, a 12 ans et demi. Elle aura 13 ans au mois de janvier. Voilà. Certains ont peut-être du mal à vous voir en père de famille. Ben, vous savez, je suis un père de famille particulier. J'ai dit un jour à mon fils, parce que c'était lui qui commençait à pouvoir comprendre, quoi. Je lui ai dit, tu sais,
pouvoir, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Les gens, il ne faut pas avoir de patron. Et je vais tout faire pour gagner assez d'argent pour te permettre de ne jamais avoir de patron. Alors ils ont compris ça petit à petit. Et ils sont devenus les patrons. Chez vous? Et oui. Et voilà. Vous avez toujours Oui. dénoncé l'autorité, Oui. le pouvoir des uns sur les autres. Toujours. Oui. Ça c'est depuis que je suis tout petit. Comme je dis, j'avais 14 ans, j'avais été voir le petit Larousse. Il y avait un tout petit Larousse. J'avais été voir, allez savoir pourquoi. J'avais été chez le bois et l'Archie, je sais pas. J'étais pas le genre dans la maison. Hein. Et j'ai lu Anarchie, négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne. Allez voir le dictionnaire maintenant, il y en a des pages. Parce qu'on prend les anarchistes pour des terroristes, pour des gens qui font la... Moi, l'anarchie, c'est la solitude, c'est l'extrême solitude. C'est pour ça que je dis anarchie, amour. Il faut s'aimer entre nous, tout le monde, comme ça. Il faut respecter l'autre. Mais c'est presque synonyme de liberté alors pour vous. Oui, absolument, oui, bien sûr. Vous savez, les gens ne savent pas ce que c'est l'anarchie. Alors, un anarchiste, pensez-vous, là, il fait peur. Moi, je dois dire que on me fait comprendre que je fais peur encore maintenant. C'est à Paris, tout ça, au pouvoir, je fais peur. Ouais. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. L'incompréhension, moi, ça, je ne peux pas supporter ça. Et je dois le supporter puisque je vis, quoi. Je vis avec les gens, tout ça. Je vis très peu. Moi, la chance que j'ai, c'est que, à part mon père, parce que c'est l'époque où les parents étaient vraiment patrons à la maison, moralement, et ma chance, c'est de ne jamais avoir eu de patron. Voilà. Et ça, c'est mon métier qui veut ça. Il y a un public qui vous a suivi depuis que vous chantez. Dans ce public, il y a des gens de 60, 50, 40 ans, mais il y a aussi énormément de jeunes. Est-ce que c'est aussi parce que eux se reconnaissent dans ce que vous dites là et qui rejettent aussi le pouvoir à une époque de leur vie? Oui, vous savez, je dis ça, un jour j'ai découvert, hein, et je le dis parce que c'est vrai, je dis que les chanteurs, les gens comme moi qui font ce métier-là, quel que soit ce qu'ils fassent, ce qui est du talent ou non, aucune importance, un type qui amène du monde dans une salle, ses clients vieillissent en même temps que lui. Moi, c'est le contraire. Voilà. Et c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, un grand jeune homme de 18 ans, je lui ai demandé quel âge a lui, 18 ans, il est rentré, il était en larmes. Voilà. Et alors ça m'a fait plaisir. Hein. J'ai pu servir à quelque chose. Petit peut-être, mais de tout mon cœur. Eux, ils n'ont pas peur de vous. Non. Mais vous savez, il y a des gens, j'apprends, il paraît que je fais peur à des tas de gens, mais parce qu'ils ne me connaissent pas, quoi. Voilà. Mais vous avez aussi, depuis qu'on vous connaît, dénoncé beaucoup de choses, parfois de manière très dure. Et tout à coup, hop, vous changez. C'est la tendresse, c'est l'amour, c'est l'espoir que vous chantez, que vous dites. Toujours. Ça finit toujours par l'espoir et l'amour, hein, toujours. Hein. Mais il faut employer les mots qui expriment les sentiments quotidiens des gens que les gens connaissent et que les gens souffrent, les gens se donnent de la peine toujours pour vivre. Et heureusement, ils ont peut-être des fois des petits samedis soirs, des petits dimanches où ils vont promener. La vie, c'est pas marrant. Hein, bon. Et la vie en démocratie, c'est encore... je dis démocratie parce que partout, c'est un peu comme ça maintenant. Et sauf de l'autre côté, là-bas, dans ces endroits où il y a des gens qui commandent, des chefs, je peux pas supporter, vous savez. Hein, les chefs, les fascistes, quelle horreur. Sauf les chefs d'orchestre, avez-vous dit déjà? Oui, d'abord, c'est pas... Alors, oui, on m'a dit ça, du chef d'orchestre. Je dis, mais c'est... Je veux pas la mesure, quoi. C'est tout. Hein? Je suis un métronome. Il m'arrive de diriger un orchestre, qui ne m'arrive pas souvent parce qu'on me prête rarement des orchestres. Faites-moi confiance. Je dis, le chef d'orchestre est fait pour
jouer. S'il a du talent, s'il a un peu de talent, enfin, d'abord il bat la mesure, c'est le métronome. S'il a un peu de talent, s'il a un peu d'amour, il essaye de vous faire jouer ce qui n'est pas écrit. Voilà, c'est vrai. Hein. Vous savez, moi je me dis, je le dis parce que c'est important, j'ai fait des concerts en février, en novembre 75, avec un concert, on était l'orchestre et les chœurs, j'étais l'orchestre Padoulou, et puis le chœur, on était tous les soirs 150 sur la scène. Hein. Bon, là il n'y avait pas parce qu'on me critique en me disant que je vais chanter avec une bande d'orchestre. J'ai dit, mais je vais chanter une bande d'orchestre parce qu'on ne me donne pas l'orchestre, on ne me le prête pas, parce que c'est cher. Parce que si je devais payer moi l'orchestre d'abord, je ne pourrais pas. Je pourrais le faire une fois, 2 fois, mais puis après je serais obligé de faire payer les places d'entrée aux gens, et les gens ne pourraient pas payer. Hein. Bon. Et alors là, j'avais travaillé avec Roland Rupert, qui est un bon organisateur, au Palais des Congrès à Paris. J'ai chanté pendant 25 représentations. 3770 personnes, plein tous les jours. 3000, je répète ça parce que je m'amuse, ça va être 3770 personnes, plein tous les jours. Quel est le chef d'orchestre, depuis qu'on fait de la musique et des concerts, qui a fait la même chose, c'est-à-dire le même concert pendant 25 représentations de suite, les mêmes choses jouées. Personne. Vous savez pourquoi? C'est pas une question de talent, de chef d'orchestre, etc. C'est que j'ai amené, moi, à ces concerts, il y avait un risque qu'ils ne viennent pas. Des gens qui n'allaient jamais au concert, même des gens des jeunes qui allaient au lycée, à l'université, tout ça, etc., qui sont venus et qui ont découvert la musique que je jouais. Parce que je joue aussi Beethoven et Ravel, le concerto pour la main gauche. Ils sont venus entendre de la musique parce que c'était Léo Ferré qui dirigeait. Oui, mais ils ne savaient pas ce que c'était que cette musique. Ils se disaient... Voilà. Et c'est ça le risque qu'avait pris l'organisateur. Les gens auraient pu se dire « Oh, nous irons le voir quand il est à l'Olympia ou quand il est au machin, tout ça. » Non, non. Et ça c'est mon honneur. Et ça, je le répète. Et ça me fait plaisir. Et il y a un critique musical qui se prenait pour un musicien aussi, et d'ailleurs qui a été... directeur de la musique il y a quelques temps, dans le dernier septennat de Mitterrand, et ce type, il est mort. Parce que les gens qui me font du mal, ils meurent. Ah oui, c'est vrai, vous savez. Les gens qui me font du mal, ils meurent d'une façon, comme dirais-je, on ne peut pas prévoir ça, quoi. Ils sont des gens en bonne santé, tout ça. Et ce type, il n'avait pas supporté, il m'avait traîné dans le machin, parce que, et alors à une émission de télévision, sur la chaîne 3, en France, on était là comme ça, tout d'un coup il me dit « Mais alors, qu'est-ce que c'est ça? Vous étiez à Hollywood, vous étiez Miss Tinguette ?» J'ai dit « Écoutez, Hollywood, c'est pas mal, hein ?» Et puis Miss Tinguette, elle a de jolies jambes, elle était pas mal. Et puis, vous savez, à Hollywood, on jouait pas tous les jours le concerto pour la main gauche de Ravel, hein. C'est un type qui ne pouvait pas me souffrir. C'est un méchant. Ah, c'est terrible, ça. Moi, je m'excuse, je dis, je suis un peu violent comme ça quand je parle, parce que ça me libère, voilà. Il y a ceux qui disent du mal de vous, qui vous font du mal, qui meurent, mais vous parlez aussi, vous, beaucoup de la mort. Vous avez chanté la mort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment vous la voyez, la mort? Ça vous préoccupe? Ah, j'ai vu, toujours, hein, j'ai vu, hein. Ah, j'ai vu un jour, hein. Un jour, il m'est arrivé. J'étais ami avec André Breton pendant 8 mois. Après, il s'est fâché pour des raisons, à mon avis, idiotes, enfin, bref. Je le voyais souvent. Alors, j'allais à la radio du côté des Champs-Élysées. Donc, c'était en 56-57. J'avais fait paraître un disque, c'est comme ça que André Breton m'avait connu. Et de temps en temps, je le rencontrais, j'allais avec lui à la radio, on se parlait, tout ça. Et un jour, j'allais avec lui, il me dit, vous savez, Léo, rue Washington, il y a quelqu'un qui a un appartement incroyablement grand, ce qui est frappant dans cet endroit, parce que c'est pas une rue énorme,
Il m'a dit le nom de la rue, 5 ou 6. C'était au début des Champs-Élysées, dans la rue Washington. C'est-à-dire au début du coin des rues Washington, Champs-Élysées. Alors, bon. Et ce jour-là, je vois un type qui me regarde. Il avait un Borsalino, vous savez, un chapeau, qui me regarde d'une façon sympathique, comme ça, il me sourit. Oh, oh. Je n'ai pas dit faire ma radio, puis le surlendemain, je suis venu, ou le lendemain, je ne me souviens pas, je suis passé à dessein au même endroit, j'étais seul. Et je vois ce type, toujours avec le Borsalino, habillé en noir, qui vient vers moi et qui me dit, vous savez Léo, venez avec moi, je vais vous faire voir quelque chose. Il m'a appelé comme ça, et ça ne m'a pas fait peur du tout. Il me fait rentrer dans la rue Washington, et il me fait rentrer au début, là, dans cette maison, il y avait ce grand appartement. C'est extraordinaire. Alors il ouvre la porte, un appartement immense. Et c'était vraiment étonnant. Je me disais, c'est pas possible qu'il y ait un appartement comme ça ici. Et j'ai vu des tableaux, tout recouverts avec des toiles noires. Alors, j'ai pas vu les tableaux, hein. Il me dit, venez avec moi. Il me rentre dans une salle énorme, avec, sur un des murs, mais très grand mur, je sais pas moi, allez savoir, des milliers, 2000, 3000, 500, je sais pas quoi, mini téléviseur. En 56, où la télévision en France, il y avait une chaîne, quoi, c'était... Je dis, mais il est malade, et au début, au milieu, un agrandisseur. Ah, il me dit, regardez bien. Il appuie sur un petit téléviseur, il agrandit l'image de ce téléviseur. Et qu'est-ce que je vois? La route de l'autoroute, le seul autoroute qu'il y avait, c'était le début des autoroutes, il y avait 25 km d'autoroute de Paris à Dreux, n'est-ce pas? La Porte-Maillot à Dreux. Bon, c'était pas... Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, vous allez voir. Alors je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Un accident. Quand je dis accident, le mot est faible. Une sanguinolence extraordinaire. Du sang coulant partout avec des voitures rentrant dedans et tout ça. À croire que c'était... J'ai eu tout de suite l'impression que c'était ce type qui avait imaginé ça, qu'il avait fait se produire comme ça. Parce que j'ai jamais entendu parler d'un accident pareil. Dans les journaux après. Rien du tout. Et alors, je voyais ça faisait peur. Mais une peur qui ne... Je veux dire que je continuais quand même vaillamment à avoir peur parce que c'était intéressant. Hein. Et dans le coin, une femme. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle, tout en noir, extraordinairement belle, qui regardait, et qui m'a regardé, et qui a regardé le type avec qui j'étais, mais qui m'a surtout regardé moi, parce que le type avec qui j'étais, elle le connaissait, sûrement. Je lui dis, dites, monsieur, cette femme, elle est extraordinaire, elle est très belle. Il me dit, oui, c'est la mort, et c'est ma seule concurrente. Et lui, c'était Satan. J'ai conclu que c'était Satan. Je suis parti. Sans dire thank you Satan. Sans dire thank you Satan. Ah, c'est extraordinaire ça. Hein? C'est très près de ce que Breton racontait lui-même, ou de ce que les surréalistes racontaient. Ouais. Formidable. Il n'était pas là, Breton. Il ne serait pas venu avec moi d'ailleurs. Mais autrement, la mort, elle n'est pas dans votre vie quotidiennement. Vous avez une vie heureuse. J'ai une vie heureuse, mais alors un coup de téléphone que j'ai reçu à la maison, alors c'est peut-être une blague, ça, je dois dire. Hein. Non, allez savoir. J'étais à la maison, j'étais seul, en Italie. Je reçois un coup de téléphone, je vais. Allô? Alors, allô, qui est à l'appareil? Monsieur, c'est la mort. Ah,
elle me dit « J'aime beaucoup ce que vous faites, Monsieur Ferré. » Et moi, j'ai eu le temps de lui répondre « Et moi aussi, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Au revoir, madame. Voilà, j'ai raccroché. Et ça, c'est sûrement une blague, hein, à mon avis. Hein. C'est la voix d'une femme, belle voix, grave. Léo Ferré, vous chantez encore aujourd'hui des chansons que vous avez écrites dans les années 50 et 60. Oui. Bon, elles sont toujours actuelles pour vous, vous les chantez toujours avec plaisir. Je sais pas, je dois dire que je chante des chansons comme ça vient parce qu'il faut que je refasse des tours pour amuser les gens, pour les intéresser, quoi. J'ai beaucoup de chansons, bien sûr. Ces chansons, je les redécouvre, quoi. Je les chante comme si j'étais à l'époque où je les ai écrites, quoi. Et c'est difficile de répondre à ça. Parce que, vous savez, un tour de chant, c'est une pièce de théâtre un peu, quoi. En toute humilité, hein, je sais pas. Pas que. Enfin, bref. Et quand vous chantez des choses, je sais pas moi, que vous avez écrites à un moment de votre vie, c'était ce moment qui vous les a inspirés, dictés, enfin. Et aujourd'hui, ça représente plus la même chose, peut-être? Je ne sais pas vous dire, c'est le moment, j'en sais rien. Il y a une chanson que j'ai écrite que j'aurais pas dû faire connaître. Et ça va vous étonner, c'est Avec le temps. Parce que ça devient un succès maintenant. Hein? Les gens l'aiment. Oui, oui. Mais moi, je n'ai pas fait ça pour ça. Hein. J'avais fait ça pour moi. J'avais écrit une chanson en... Je sais pas, cette chanson, j'avais écrit au piano 1h30, 2 heures, au piano, les paroles, en faisant la musique. Tout de suite après les paroles, enfin. Il y avait ma belle-sœur, Marie n'était pas là, je lui ai dit, écoute ça, je lui ai chanté. Je lui ai dit, tu verras, ça va être un succès extraordinaire. Hein. Bon. J'ai envoyé chasser Barclay parce que j'avais besoin d'une chanson ou de 2 chansons supplémentaires pour un disque. Il l'a pas mise dans le disque, il l'a mis dans un 45 tours. Au moins les 45 tours ne sont jamais vendus, je ne t'ai pas 45. Et alors, j'ai jamais compris. Quelques années après, ils ont pris cette chanson pour la mettre dans un disque qu'ils ont appelé Les chansons d'amour de Léo Ferré, en reprenant des chansons faites avant, pour pouvoir mettre cette chanson. Et alors ça m'a énervé, parce que les gens, en définitive, se trompent comme ça. Et lui, il se trompait rarement d'ailleurs. Mais enfin, là, il s'est trompé, quoi. Et quand j'ai vu cette chanson qui était chantée maintenant, elle est chantée par des gens, enfin, je me demande comment ils ont trouvé ça, comment ils ont eu l'envie de chanter ça. Et je suis obligé de la chanter moi, parce qu'on me la demande, voilà. Peut-être tout simplement parce qu'elle est vraie, parce que vous avez mis votre âme dedans à un moment. Ah, mais oui, mais j'ai mis que ça, mais elle est que pour moi, la chanson. Vous comprenez ? Tout ce que vous faites est pour vous, au fond, oui, quelque d'accord, part. mais quand même, vous savez, ça, avec le temps, c'est vrai. Oh. Quand je pense à l'horreur, je ne peux même pas devenir horrible. Et pourtant, j'aurais envie. Et avec le temps, on n'oublie pas. On n'oublie pas, non. Mais ça fait vivre après. Il y a des choses qui ne vieillissent pas, là, non seulement dans ce que vous avez écrit, mais ce que vous avez chanté. Je pense à Pauvre Rudebeuf. Oui. Non seulement ça date, mais ça dure. Oui, mais alors Pauvre Rudebeuf, vous savez, moi j'ai fait connaître, c'est un type de l'université en France qui a dit si Ferré n'avait pas écrit la musique là, Rudebeuf, bon, c'est un compliment qui, je sais pas, ça n'avait pas l'air d'un compliment d'ailleurs ce qu'il disait. J'ai fait connaître Rudebeuf, c'est pas pour ça d'ailleurs. J'avais lu La pauvreté Rudebeuf dans les poésies de ce poète. C'est pour ça que j'ai appelé ça Pauvre Rudebeuf. Il m'est arrivé une aventure, enfin, une chose extraordinaire. Moi j'allais le matin, j'étais sur la frontière de Neuilly, Paris-Neuilly, Porte-Maillot, et le soir j'allais chanter. Le matin, je me levais, j'allais prendre mon tabac, le journal, le pain qu'il fallait.
Un jour, j'arrive sur cette place, là où il y avait les magasins, je vois un gros camion. Alors, je passe à côté et le type qui était le camionneur ouvre la portière. Il me dit, dis donc Léo, quand est-ce que tu nous chantes le pauvre bœuf à la télévision? Je vous l'ai déjà raconté, vous savez. Vous l'avez raconté au spectacle. Oui, je la raconte au spectacle parce que ça fait connaître aux gens. Alors j'ai dit tout de suite, je me suis bien empêché de rectifier. Et je me suis dit, c'est ça, la culture. Ça s'apprend tout seul, dans un coin comme ça. Alors il y avait un type là qui était de l'université. Je dis, c'est pas l'université, c'est autre chose. L'autre soir qui a fait bobo. J'ai dit, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et qui s'appelle Bœuf ou Rutebeuf, Rutebeuf. Ça n'a pas plus d'importance. Mais il a su ça, sûrement. Un jour, il a réécouté, il a dû se dire, tiens, j'ai dit le pauvre bœuf, je me suis trompé, il s'appelait Rutebeuf. Voilà, c'est ça. Et je suis content d'avoir écrit ça parce que, allez savoir comment. Je me souviens, il y avait une grève des musiciens et j'avais été enregistré ça. Alors, j'ai chanté ça au piano et puis après, avec l'orgue électrique, j'ai fait ce contre-chant. Et c'est parce que ces musiciens ont fait la grève que j'ai trouvé ce contre-chant. Sinon, j'aurais fait autre chose. C'est drôle, ça. Alors, merci les grévistes. Merci les musiciens qui m'ont laissé tomber comme ça ce jour-là. Il y a peu de gens, très peu de gens, qui lisent de la poésie aujourd'hui. Mais toujours. Et vous savez, moi je prétends, je suis le premier, hein. Vous avez un livre de poésie sur votre table de nuit, vous lisez 3, 4, 5 poèmes, et puis vous, tu sais, vous fumez une cigarette, vous lisez le journal, ou bien vous dormez, le lendemain vous reprenez. Mais il n'est pas possible de lire ça comme un roman, quoi. C'est normal, n'est-ce pas? Mais peu de gens lisent aussi parce qu'ils... Pardon, non. Peut-être que vous en avez chanté parce que peu de gens lisent. Parce que vous aviez un meilleur public en chantant. Ah oui, mais la musique, c'était les véhicules qui apportaient les paroles dans l'oreille des gens qui n'étaient pas faits pour écouter ces poésies. Voilà, vous comprenez? J'ai connu, j'ai très bien connu un type qui était jeune d'ailleurs, qui était le type qui est des spécialistes du sang, vous savez. C'était le docteur qui a été jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, de Paul Valéry. Hein? Il m'a dit, vous savez, vous m'avez fait connaître Baudelaire. Vous comprenez qu'il le connaissait, Baudelaire, comme ça. Mais il a voulu dire qu'il a aimé, il a connu jusqu'au bout parce qu'il y avait la musique. Ah, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, c'est un type intelligent, donc j'ai raison. Les types qui vont à l'école, qui écoutent les poètes, ils ne connaissent pas. Il faut la musique. Et la musique, et ça, c'est l'époque actuelle, et c'est le côté formidable de cette époque. Hein. C'est vrai, ça. Hein. Avec le disque et la... Comment on appelle, il y a un mot que je n'ai jamais employé, tenez. C'est la première fois, dont j'ai horreur. Ce sont les médias. Les médias. Maintenant, ils emploient des mots, des adjectifs. Médiatique, c'est médiatique. Ce que nous faisons en ce moment, c'est médiatique, vous croyez? Non. Enfin. Vous savez, l'important, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le don. Vous avez donné même à des poètes comme Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Vous leur avez donné une nouvelle voix, quoi. Allez savoir. Sans le vouloir, j'ai appuyé sur l'accélérateur. C'est vrai. Et je suis très, très fier et très content d'avoir rendu service à ces grands génies. Quand vous étiez jeune, vous rêviez de musique ou d'écriture? Oui, oui. J'ai rêvé de musique. J'ai inventé de la musique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de radio. La musique, ce que j'avais écouté, pas grand-chose. Et je ne savais pas ce que c'est pas la musique. Alors j'ai inventé de la musique sans savoir ce que c'était la musique, donc j'étais compositeur de musique sans savoir. Hein. J'amenais des copains, j'avais 14-15 ans, on nous appelait pour aller à la toilette avant d'aller manger, comme ça. Alors nous, on sortait, tu sais, et j'ai les 5 minutes pas dans la campagne, enfin, dans la cour, on se cachait un peu, je m'asseyais, il s'asseyait, et je chantais. Je chantais quoi? Je sais pas.
eux non plus. C'est formidable. Hein. Alors parfois c'est le musicien qu'on entend. Parfois vous avez dit des textes, des poèmes, au lieu de les chanter. Oui, mais de la Il y avait- musique derrière. Voilà. Oui. Ah oui, mais c'est important, ça, la musique, voyez-vous. On ne sait plus quand vous êtes le chanteur, le Ouais. poète, le musicien. Ah oui, je sais bien. Il y a une mélodie belle Ovos Omnes d'un compositeur espagnol qui s'appelait David Doria. Ovos Omnes. J'avais chanté ça quand j'étais jeune. J'ai un cousin maintenant qui a enregistré à la cathédrale de Monaco la maîtrise. Et il m'a envoyé le disque. Alors je me suis dit, tiens, moi j'avais fait le chien avec de la musique zou, vous savez. Ça me plaisait pas beaucoup, enfin. C'est pas eux, hein, c'est comme ça, quoi. Et alors, j'ai vu le disque qui faisait 5 minutes 40 ou 5 minutes 30. Je me suis dit, je vais dire ça là-dessus. Si ça marche, je prends. Et ça a été formidable. S'il y avait eu 5 minutes 60, ou c'est-à-dire 6 minutes, ou s'il y avait eu 4 minutes, je n'aurais pas pu. Et ça a de la gueule parce que c'est une musique admirable, extraordinaire, qu'on ne peut plus inventer maintenant, parce que la musique, qu'est-ce que c'est la musique? C'est le doigt de... C'est le doigt de Dieu sur le cœur des gens. Dieu, c'est la musique. Dieu, c'est la brume quand elle est belle. Dieu, c'est vous quand vous êtes gentil avec moi et avec les gens. Dieu, c'est cette voiture. Voilà, Dieu, c'est ça. C'est vous alors? Oh, pensez-vous. Moi, je serais plutôt de l'autre côté, mais enfin, Satan est copain avec Dieu aussi. Eh bien, Ils prennent l'apéritif ensemble. thank you Satan. Thank you à vous. Je m'excuse de mauvais jeu de mots avec un de vos titres, mais c'est vous qui me l'avez donné. Non, c'est très bien. Eh bien, ça a été plus long qu'on pensait. En effet, mais j'aurais même continué. Mais nous sommes à l'extrémité Oui. ultime de cette cassette. Ça roule toujours? Oui. Moi, j'ai une question que je vais vous poser. Elle n'est pas sur le passé. Est-ce que vous avez un projet fou? Est-ce que vous rêvez de faire quelque chose dans l'avenir? Oui, mais la musique, mais j'ai pas d'orchestre alors. Oui, la musique, oui. Je voudrais faire des tas de choses. Donc, quelque chose de particulier, le quatuor Beethoven qui finit par, vous savez, on appelle ça le quatuor, oh là, quatuor fantastique. Ça s'appelle d'une certaine façon. Enfin. J'ai ma mémoire qui s'embrouille, voyez-vous, parce que je pense à des tas de choses. Je pense à l'avenir, je pense aux Amérindiens qu'on va voir là. Et alors, et ça, je dois le mettre en musique. Et ça a été joué avec toutes les cordes, puisque c'était le quatuor, par Furtwängler et puis par Weingartner aussi. Mais comme ça, sans rien ajouter, je voulais orchestrer ça et j'ai commencé à le faire et avec tout l'orchestre et des chœurs et c'est fantastique. Là, il n'est plus question de poème. Hein? Là, c'est la musique. C'est la musique, oui. Et puis, des tas de choses aussi que je veux faire. Voyez-vous, maintenant, puisqu'on me pousse à chanter avec le temps, alors je vais orchestrer avec le temps. Moi. Vraiment. Et je donnerai des leçons à celui qui l'a fait. Parce qu'il n'a pas été très gentil avec moi. Voilà.